Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. La riposte de l'Iran après l'attaque d'Israël dans la nuit du jeudi au vendredi dans un site nucléaire. Téhéran enregistre plusieurs morts, dont des cadres scientifiques. L'ONU appellerait à la raison alors que le chef de la diplomatie iranienne affirme une riposte violente contre le régime sioniste. À suivre, les premières pluies enregistrées à Dakar. L'ANACIM annonce une accalmie d'ici la fin du mois de juin avant la reprise des pluies. Nous ferons un tour à Ross Béthio où le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré une usine de déshydratation d'oignons, une révolution dans l'agriculture. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition que nous ouvrons tout d'abord par ce drame survenu à Ziguinchor. Une jumelle poignarde mortellement sa sœur ce vendredi au quartier Kandé. Une dispute qui a éclaté entre les deux sœurs jumelles d'une vingtaine d'années a viré au drame. L'une d'elles a asséné un coup fatal à l'aide de ciseaux à sa sœur jumelle. La présumée meurtrière est actuellement à la police. Une enquête est ouverte. Nous vous le disions en titre, le ciel est gris à Dakar. La capitale enregistre ses premières gouttes de pluie ce vendredi à l'instar de plusieurs localités du pays durant ces dernières 48 heures. Un climat qui était annoncé par l'ANACIM dans son bulletin couvrant la période du 11 juin au 14 juin. D'autres pluies sont attendues vers la 4e semaine du mois de juin. Plus de détails avec Abdoulaye Diouf, il est agent à l'ANACIM. Les services météorologiques de l'ANACIM avaient émis une alerte de pluie modérée à faible dans certains endroits du pays et devenant même forte sur la partie est et sud du pays. Et les plus faibles étaient attendus beaucoup plus au centre du pays et dans les localités nord et ouest. Et c'est ce qui s'est avéré. Étant donné que depuis avant-hier, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du pays, notamment dans les localités est et sud du pays, avec des quantités même qui ont atteint 40 à 50 mm sur ces localités. Et la semaine prochaine, tel que ça a été dit dans le bulletin mensuel, donc on s'attend à ce que le temps soit stable sur une bonne partie du pays, hormis le sud bien sûr, où nous avons toujours la présence de la mousson et de ce fait, quelques pluies resteront toujours enregistrées. Et maintenant, la semaine suivante, c'est là où nous aurons un regain d'activité pluvieuse qui devrait au fur et à mesure intéresser une bonne partie des localités du territoire et notamment le mois de juin sera davantage pluvieux. Cap à présent sur Ross Béthio, c'est dans la région nord où le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a inauguré l'usine de déshydratation d'oignons d'une capacité de 37 000 tonnes par an. L'outil permettra de développer l'agriculture, clé de relance de notre économie. Le président Bassirou Diomaye Faye est ici au micro de Ousseynou Diop. Le projet, au-delà des emplois qu'il crée, nous conforte dans cette idée que l'industrialisation reste la clé pour davantage développer l'agriculture qui est le fer de lance, qui doit être le fer de lance de notre économie, mais la clé de la relance et d'un dynamisme du secteur privé à travers une transformation ajoutant de la valeur à tous nos produits et à nos matières premières. Je suis particulièrement heureux de voir qu'un projet comme ça a pu être conduit à partir de rien, très loin des industriels habituels, au plus près des produits. Une logique écologique et environnementale qui me satisfait particulièrement dans la conception du projet. On peut dire ici que rien ne se perd, tout se récupère et a une utilité dans le process qui va à l'aboutissement du produit que l'usine SAF Ingrédients est appelée à
commercialisés. Au registre juridique, ce procès contre le lanceur d'alerte Julien Potron, plusieurs organisations de la société civile préviennent la multinationale française Ernest Géco. L'intimidation ne passera pas selon F24, Frappe, le collectif pour la défense des Niayes, mais aussi Art 25 et la société civile. Voici Abdourahman Benjeloum, un des leurs, au micro d'Alassane Ba. Ici est une question de principe. Oser partager des articles de presse questionnant les conditions d'obtention de licences d'exploitation minière par la société MDL, antérieure à Eramet, vaut-il un procès? Où la partie plaintive demande, entre autres, et je cite, une contrainte par corps et de payer solidairement la somme de 500 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cette entreprise, qui a déjà commercialisé pour plus de 1000 milliards de francs CFA de sable minéralisé, autrement appelé zircon, du sol sénégalais, en ne reversant que 51 milliards de redevances minières à notre État. Aurait-elle encore et toujours besoin d'argent? Pourquoi, après le silence comme seule réponse à nos questions? Pourquoi les menaces? Pourquoi les intimidations? Cette entreprise oserait-elle en France faire ce qu'elle fait ici? Cette entreprise oserait-elle y engager de telles procédures portant gravement atteinte au droit d'informer et de poser de simples questions? Qu'il s'agisse de l'accès à l'eau potable ou des conditions de vie des populations déplacées de force. Pourquoi n'y avait-il pas d'eau à Fot la semaine dernière, durant la Tabaski? Qu'il s'agisse de la destruction du désert de Lompoul, acté, et de l'impact de la disparition du tourisme dans la région de Louga. Mais où ont été transférées les centaines de tombes du cimetière de Fot et des autres villages? Au chapitre de l'éducation, le salon de l'orientation a vécu pendant 3 jours. Élèves et étudiants auront un aperçu sur la suite de leur carrière. Le ministre de l'Enseignement supérieur revient sur l'importance du salon au micro de Fatou Bintou Conté et Diafaraba. C'est la rencontre des jeunes et de leur avenir. Quel sera cet avenir? Comment sera-t-il façonné? Comment et par qui? Il s'agit là de questions qui peuvent sembler banales, à la limite prosaïques, mais qui interpellent le devenir de la nation. En effet, l'avenir des élèves façonne le Sénégal de demain, car c'est eux le Sénégal de demain. Pendant longtemps, nos élèves n'avaient pas cette possibilité et le plus souvent, ils s'inscrivaient dans d'autres formations ou dans des formations qui ne répondent pas à leurs capacités ou à leur volonté. Les choix étaient hasardeux, au mieux dictés par des tiers. L'univers salon, dans une perspective pédagogique, ambitionne de corriger cet impact. Durant 3 jours, les élèves et surtout ceux candidats au baccalauréat auront l'occasion de réfléchir sur leur orientation universitaire à travers ce salon de l'orientation organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est une synthèse signée Fatou Bintou Conté Diafaraba. C'est maintenant que leur avenir se prépare bien avant l'obtention du baccalauréat. Pour ne pas faire un mauvais choix, le ministère de l'Enseignement supérieur a cet effet à organiser un salon pour l'orientation des élèves. Ce salon est une très bonne initiative étant donné que ça permet aux élèves de trouver leur voie un peu plus tôt. Par exemple, le fait d'inclure les élèves de première, mais aussi les élèves de terminale, ça aide beaucoup les élèves à très tôt savoir peut-être ce qu'ils veulent, à ne pas trouver une voie comme ça en fait, et à faire des bons choix très tôt. À promouvoir les études ici au Sénégal, donc je pense que c'est une très très bonne initiative. En fait, moi je suis en L2. Je voulais des trucs plutôt informatiques ou trucs. Mais on me disait toujours que avec SLN et que L2 mon défilé qui m'ont défilé. Mais on m'a dit que même si j'étais en L2, je pouvais quand même le faire. On m'a dit que c'était pas une obligation d'être en S pour pouvoir faire des métiers scientifiques. En entrant dans ce salon, je suis plus orienté parce que j'ai pu faire mon choix. J'avais plein de doutes, mais maintenant je suis plus orienté. Franchement, j'ai fait mon choix, je suis très content. Voilà, c'est très bien parce que de base, moi, avant, je ne savais même pas ce que je devais faire. Maintenant, quand je suis venu ici, voilà, c'est très bien. Il faut continuer comme ça, zéro faute, franchement.
Nous, élèves et étudiants, auront l'occasion de découvrir de nouveaux débouchés, mais les établissements d'enseignement supérieur de se faire connaître. Ce salon est une opportunité pour des établissements d'enseignement supérieur comme nous. D'abord pour dire au public concerné, c'est-à-dire les élèves en terminale, ce que nous faisons, les métiers, les filières que nous proposons, mais également comment ils peuvent intégrer nos établissements. Mais au-delà de ce salon, c'est aussi la rencontre des établissements pour des échanges. La notoriété de notre établissement, un salon permet toujours de se confronter aux meilleurs dans votre domaine. Parce qu'ici, il y a tous les établissements d'enseignement supérieur, toutes les grandes écoles sont là et ça nous permet d'avoir cette ouverture-là pour nous comparer aux autres et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer à notre niveau. Tant d'opportunités offertes aux élèves et aux étudiants pendant 3 jours pour mieux s'orienter. Nous refermons ce volet éducatif avec Rime et Résistance, une initiative qui vise à raconter l'Afrique par les Africains, un projet porté par l'artiste Simon Kouka. Le rappeur fait le tour d'établissements scolaires en partenariat avec le ministère de l'Éducation. C'est un reportage de Dissa Prera Ahmadouba. Le but de cette initiative est de réécrire, de raconter l'histoire de l'Afrique, mais la vraie Afrique, de la raconter sous le prisme des Africains. Donc aujourd'hui, ce partenariat avec le ministère, c'est justement raconter l'histoire, mais la vraie histoire, avec un regard africain. Parce qu'en général, on nous raconte l'histoire avec le prisme occidental. C'est vrai que la plupart de ces histoires sont dans le manuel, mais ils sont en fin de programme et les élèves ne l'atteignent pas. C'est pour ça aujourd'hui, vous leur posez des questions sur Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek, ils vous le récitent. Vous leur demandez le Japon du Meiji, ils vous le récitent. Vous leur demandez l'Empire ottoman, ils vous le récitent. Ce n'est pas mauvais. Mais nous, on doit parler du Kadior. On doit parler de l'éclatement du Jolof après qui a suscité le Walo, le Kadior, le Bundu. Demandez-leur des questions sur le Bundu. Appelons n'importe quel élève, que quelqu'un me dise quelque chose ici sur le Bundu. Est-ce que le mouvement est... Une initiative de l'artiste en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Simon fait le tour des établissements pour éveiller les élèves et étudiants sur l'Afrique racontée par les non-africains. Nous sommes en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de leur programme NITE, Nouvelle Initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Nous faisons le tour des écoles pour parler de valeurs. Mais valeurs à travers des personnages qui ont marqué l'histoire dont on ne nous parle pas. Parlons à présent de la disparition mystérieuse de Seydina Ababakar Ndiaye qui suscite une vive mobilisation sur les réseaux sociaux. Familles, amis et anciens camarades multiplient les efforts pour retrouver le jeune ingénieur sénégalais. L'espoir est encore permis selon certains qui l'ont aperçu tout dernièrement dans une mosquée. Plus de détails avec Abib Faye. Son image est devenue virale sur les réseaux sociaux. Seydina Ababakar Ndiaye, un ingénieur porté disparu depuis le 26 mars. Ses parents sont de plus en plus inquiets. Ses camarades, très mobilisés, se sont organisés en créant un groupe WhatsApp ce vendredi, entre autres actions, dans le but de le retrouver. Aujourd'hui, nous sommes ici dans cette zone de Cité Aliou Sow et pour le rechercher parce que tout simplement, nous avons eu des indications et des informations selon lesquelles des personnes ont pu voir quelqu'un qui ressemble à Babacar ou bien ont pu voir Babacar ici faire la prière hier, dans la journée d'hier, faire la prière de 17h ici. D'ailleurs, ils ont lancé un groupe WhatsApp qui, à l'espace de 24 heures, a vu la participation de près de 600 personnes qui sont non seulement en train de se battre sur le terrain pour le retrouver, mais ils sont en train de faire des moyens financiers et matériels pour nous soutenir. Ils se sont organisés en des groupes de 5 à 10 personnes avec des points focaux dans chaque zone pour nous faciliter les recherches. Aujourd'hui, allant de Wakam à Yoff jusqu'à Guédiawaye, nous avons partout des groupes de 5 à 10 personnes qui sillonnent le plus les mosquées et les bordures de plage parce que tout simplement, Seydina est quelqu'un qui fréquente plus les mosquées et les plages. Venu prier dans cette mosquée, un ancien camarade de promotion de Seydina s'est lui aussi engagé activement dans les recherches. Je le connais parfaitement. Nous sommes allés ensemble au Maroc en 2011. Nous étions devant l'université.
Savoir qu'il est porté disparu me rend profondément triste. Seydina est un bon basketteur, mais au-delà du sport, c'est un jeune ingénieur brillant, plein de talent et de promesses. Désormais, je ferai de mon mieux. Cet élan de solidarité touche également son oncle Mustapha, qui ne ménage aucun effort et travaille d'arrache-pied depuis la disparition d'Ababakar pour le retrouver. Depuis l'annonce de cette nouvelle, nous avons perdu le sommeil. Parce que Seydina, c'est notre fils. Son père aussi est quelqu'un de bien, toujours prêt à aider avec toute la famille. C'est pour cela que tout le monde s'est mobilisé pour le retrouver. Nous prions pour qu'il nous revienne sain et sauf en paix. Ses amis, profondément affectés, ont consenti beaucoup d'efforts dans l'espoir de le revoir sain et sauf auprès de sa famille. Il lance un appel aux autorités et invite le gouvernement à se joindre à eux afin de faciliter les recherches. Recrudescence des accidents sur le tronçon Tivaouane-Mboro. Les populations, les camions plutôt, sèment la terreur avec une série tragique d'accidents qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Les populations réclament des mesures d'urgence de la part des autorités compétentes, nous dit Cheikh Anta Diop. Accident de la circulation sur l'axe Tivaouane-Mboro après la mort de 6 personnes avant-hier à Mboro-sur-Mer. Cette fois-ci, un camion rempli de béton roulant à vive allure a dérapé pour aller percuter violemment un gigantesque arbre à quelques mètres des maisons et commerces. Le drame a été évité de justesse. Après le dépassement de 20 mètres du Dodan, il a heurté cet arbre-là. C'est à quelques mètres des maisons? Presque 8 mètres des maisons. Tout ça, c'est des maisons, c'est des commerces avec un arrêt du bus Tata. Et aujourd'hui, ce n'aurait pas été ces arbres-là, il y aura vraiment une catastrophe, des dégâts inimaginables. La recrudescence des accidents est due à une forte utilisation des camions par cette route. Parce qu'il paraîtrait que les carrières de Dakar, les carrières de sable sont fermées. Donc si vous voyez la route là, actuellement nos enfants, la population a des problèmes pour même sortir devant chez eux à cause de ces camions. Maintenant, on aurait souhaité que ces camions soient déviés, ne pas passer dans la ville. Devant la recrudescence des accidents de la circulation sur le tronçon Tivaouane-Mboro, le renforcement de la sécurité s'impose comme une urgence et nécessité. Cette insécurité, les autorités doivent prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la population. C'est une situation qu'on néglige. Récemment, un incident s'est produit à Keur-Morphal. Un des camions a dérapé et est entré dans une maison a tué une fille de 15 ans. Selon les populations riveraines, en moins de 2 mois, au moins 10 personnes ont perdu la vie sur ce tronçon. L'élection du président de la gare routière de Medina Wandifa suscite de vives tensions à la gare routière de la localité. Les transporteurs s'opposent aux critères de participation proposés par les autorités administratives et le président sortant. Selon eux, le président sortant est en complicité avec le préfet de Bounkiling. Il demande au ministère des Transports de réagir vite. Mamadou Sané est l'un des candidats à la présidence de la gare routière de Medina Wandifa au micro de Bakary Konté Diafaraba. Ce qui nous inquiète un peu, le préfet nous exige de fournir tous les dossiers. Donc nous, on est allé à l'élection pendant 3 fois. Mais les conditions que nous étions aux élections, c'est ces conditions que nous voulons partir aux élections. Mais sans ça, nous ne pourrons pas accepter les conditions du préfet. Il nous a exigé la carte de membre en cours de validité et la caution de 250 000. Moi, en question, moi, je n'ai pas eu de carte de membre. Moi, j'ai été 3 fois à l'élection, mais jamais eu la carte de membre du regroupement. Comme lui, il s'est profité de l'occasion pour nous boycotter. Mais ça ne passera pas, ça ne passera pas. À Medina Wandifa, on n'est jamais allé aux élections avec une caution, avec les cartes de membres. Comme si c'est trop, c'est trop. Qu'il arrête, on aille aux élections. C'est ça ce que nous voulons. Lui, en candidat sortant, il ne va pas donner la caution. Voilà. C'est ce qui n'est pas normal. On demande au ministre de veiller nous superviser à la gare de Medina Wandifa. Comme le président veut toujours faire des opportunités pour lui, nous ne le voulons pas. Nous voulons la paix et la transparence pour les élections aillent dans des meilleures conditions. Nous n'allons pas partir aux élections. Nous allons boycotter les élections. Wow. Il n'y aura pas d'élection.
Joint au téléphone, le préfet de Bounkiling rassure, il y aura des concertations pour régler le problème. Autre front, le syndicat dénommé la refondation sociale des agents municipaux du Sénégal qui appelle à un vaste rassemblement le 19 juin prochain. Objectif, amener les autorités à respecter leur engagement concernant l'augmentation de leur salaire, mais également l'émission de leur bulletin de salaire. Ces agents ont fait face à la presse. Voici Mansour Diouf, membre du syndicat. Que tous les agents des collectivités locales qui sont partout dans le Sénégal, qu'ils viennent nous rejoindre le 19 juin 2025 au niveau du rond-point de l'hôpital Abass Ndao. Ce rassemblement n'a qu'un seul objectif, c'est une sorte d'alerte. Une façon d'amener les autorités étatiques et les exécutifs locaux à respecter leurs engagements. Parce que trop, c'est trop. Nous avons longtemps été les jouets, je dis bien les jouets, les agents des collectivités locales, entre les autorités étatiques et les exécutifs locaux. Depuis 2022, l'État a octroyé une augmentation de salaire à tous les secteurs professionnels, je dis, au secteur privé et au secteur public. Et dans le secteur public, il n'y a que les collectivités locales qui n'ont pas encore appliqué. Le centre de transfusion sanguine fait appel aux Sénégalais à sortir massivement pour donner de leur sang à l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang célébrée ce samedi 14 juin, donc demain. Le directeur du CNTS insiste sur la mobilisation des femmes. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. L'application de la loi sur les déchets plastiques fait toujours défaut, des déchets visibles partout dans le pays. Les défenseurs de l'environnement s'interrogent sur des solutions à l'occasion de la journée internationale de l'environnement. Voici Moussa Farah Diop, un des acteurs du secteur, au micro de Pape Faragning. Avec la pollution plastique, c'est quelque chose qui nuit vraiment le monde, et que sur ça aussi, nous tous, nous avons un rôle à jouer en tant que citoyens, raison pour laquelle dans le cadre de notre programme qui s'appelle African Activists for Climate Justice, nous avons initié chaque année une activité conjointe lors de la journée mondiale de l'environnement, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici pour pouvoir mettre ensemble nos synergies d'action pour pouvoir lutter contre ce phénomène lié à la pollution plastique. Parce que vous savez, au Sénégal, depuis 2020, il y a une loi qui est là par rapport à la pollution plastique pour lutter contre cela. Mais nous avons noté que depuis lors, l'application de la loi reste quand même assez faible. Et nous tous, nous avons un rôle à jouer par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous avons appelé par exemple les autorités, le ministère de l'Environnement, le Parlement et les organisations de la société civile, les entreprises privées comme publiques, pour venir participer à cette rencontre d'échange afin qu'on puisse ensemble voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions durables qui pourront nous permettre de protéger notre environnement. Nous vous le disions en titre sur l'actualité internationale. Israël a revendiqué les bombardements de sites militaires et nucléaires en Iran dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juin. La riposte iranienne est en cours avec des attaques de drones. Téhéran enregistre plusieurs morts et l'ONU semble appeler à la raison. Une synthèse décalée ce matin de Yaïkoum Ndiaye. Israélienne contre l'Iran a provoqué la stupeur dans le monde. En effet, beaucoup d'autorités militaires, scientifiques et civiles, dont Hossein Salami, proche d'Ayatollah Khomeini, ont été tués. Le pays est dans un état de choc. Également des dirigeants des forces des gardiens de la révolution, comme le général Salami, qui était le commandant en chef, mais également celui des forces armées régulières iraniennes, en l'occurrence Mohamed Bagheri. Également, presque près d'une dizaine de scientifiques du nucléaire iranien qui sont éliminés.
Selon Chérif Mbalo, secrétaire général de la campagne sénégalaise d'Al-Houd, cette attaque contre l'Iran a été lancée juste avant que ce pays se dote d'un armement nucléaire qui aurait mis en danger l'existence de l'État hébreu. On est en face d'une situation pleine de dangers qui pourrait faire basculer tout le Proche, mais également le Moyen-Orient. Ce qui a poussé actuellement les autorités israéliennes, notamment Israël Katz, qui est le ministre de la Défense, de décréter un état d'urgence dans l'entité syrienne. Les États-Unis sont accusés d'être derrière l'Israël, mais les Iraniens ne comptent pas se laisser faire, car la riposte est attendue prochainement. L'attaque menée par Israël contre l'Iran est lâche. Une déclaration faite ce vendredi par le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi. La riposte sera violente face à l'agression du régime sioniste, selon le diplomate. C'était lors d'un entretien téléphonique avec son homologue du Koweït. Une riposte enclenchée et suivie par plusieurs médias en direct au théâtre des opérations. Voilà qui met fin à cette présente édition réalisée par Mamadou Fall, à la régie Pierre Da Silva, Tog, Pape Mor et Fatima. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Inch'Allah. Bonne suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.